Le Boeing 777 de la Malaysia Airlines dévie brusquement de sa route. S'il s'agit d'un détournement, quel est l'objectif? Qui sont les auteurs? Au sommaire de ce numéro de Toute une histoire. Une hôtesse m'attendait, chinoise, et j'arrive dans une petite salle où il y avait le consul de l'ambassade de France qui me dit « Il est arrivé quelque chose à ta famille, leur avion s'est crashé en mer ». Depuis 2 ans, Guylain tente de survivre sans sa femme et ses enfants. Pour l'instant, je sais pourquoi je me lève le matin, effectivement, de montrer que la vie continue à mon fils. Le monde ne s'arrête pas de tourner. Et ça, c'est très dur. C'est très difficile. Il y a trop de questions sans réponse, en fait, dans cette affaire. Trop d'inconnus qui empêchent ce cheminement de deuil. Il consacre aujourd'hui sa vie à résoudre l'énigme du vol MH370. Et on n'a preuve de rien. Le fait qu'on me dise qu'il est mystérieusement disparu, ça je peux pas l'admettre. Quand vous ne donnez pas l'intégralité de vos données, vous voulez cacher quelque chose. Je suis persuadé que le combat de Guylain va de toute façon servir à quelque chose. Il faut plus que ça se reproduise, tout simplement. Moi, je ne peux pas les laisser, j'ai besoin d'une réponse. Bonjour à tous, on se retrouve cet après-midi pour une émission consacrée à un événement mystérieux qui a fait la une de l'actualité mondiale pendant des mois. L'affaire du vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines, disparue le 8 mars 2014 avec 239 passagers à bord, dont 4 Français. Avant d'aller plus loin, on va se replonger dans cet événement à travers ces quelques images. Le 8 mars, à minuit 41, le Boeing 777 de la Malaysia Airlines décolle de Kuala Lumpur, direction Pékin. La météo est bonne. À 1h21, la tour de contrôle malaisienne indique à l'avion qu'il entre dans l'espace aérien vietnamien. Réponse des pilotes: Ok, bonne nuit. Malaysia 370. Mais 1 minute plus tard, le transpondeur, qui permet de localiser le Boeing sur les radars, est coupé. Puis à 1h25, l'avion dévie brusquement de sa route. Il fait presque demi-tour, direction l'ouest, à l'opposé de Pékin. Le système ACARS, censé envoyer automatiquement des données depuis l'appareil vers le constructeur, cesse d'émettre à son tour. S'il s'agit d'un détournement, quel est l'objectif? Qui sont les auteurs? Les pilotes sont a priori au-dessus de tout soupçon. Et après de longues vérifications, les enquêteurs n'identifient aucun terroriste potentiel parmi les passagers. Alors malgré les incohérences, la question se pose: peut-il s'agir d'un accident? Car le MH370 ne s'écrase pas après son changement de cap. À 2h22, l'appareil est localisé une dernière fois avec précision par un radar militaire, alors qu'il se trouve au-dessus du détroit de Malacca. Et selon des données satellitaires, il continue ensuite à voler pendant près de 6 heures, jusqu'à 8h11 du matin. Le satellite indique que l'avion a fini sa course quelque part sur cet arc de cercle. On suppose donc que le MH370, à court de carburant, s'est abîmé dans l'océan Indien. Bonjour Guylain. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous connaissiez bien les 4 Français disparus pendant ce vol. Ils comptaient parmi vos proches. Est-ce que vous pouvez nous dire de qui il s'agit? Il s'agit de ma femme, Laurence, et de 2 de mes enfants, donc mon numéro 2 et ma numéro 3, donc Adrien qui avait 17 ans et Ambre qui avait 13 ans. Votre famille a disparu depuis un peu plus de 2 ans. Vous vivez ce drame depuis 2 ans. Vous menez quelle vie depuis? Je ne sais pas quelle vie je mène. J'essaye de... En tout cas, il me reste un fils, donc j'essaye de lui montrer que la vie continue. C'est déjà mon premier combat. Et puis, j'essaye, moi aussi, donc il faut que je vive une vie à peu près normale. Donc ça fait 2 ans où j'essaye de travailler et j'essaye aussi de mener l'enquête, puisque depuis le début, on s'aperçoit qu'on nous ment. Donc on a décidé de mener l'enquête tous ensemble.
Et voilà, et ça fait 2 ans en fait que je fais ni bien mon boulot, ni bien cette enquête. Donc j'ai décidé dernièrement d'arrêter mon boulot et de me consacrer un peu plus à cette enquête. Pour quelle raison vous êtes là aujourd'hui? Pour ce combat, pour que ce combat continue. C'est quoi? Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on nous ment là-dessus. Donc, sur quoi on vous ment? On nous ment depuis la première semaine. Je vais juste vous donner un exemple, puisqu'on l'a vu. Il faut savoir que pendant la première semaine, on cherche l'avion dans ce qu'on appelle la mer de Chine. Donc c'est la route naturelle de l'appareil. Donc pendant une semaine, on cherche l'avion là avec des moyens monstrueux, des bateaux, des avions. Et il faut savoir que le Premier ministre malaisien dit au bout d'une semaine, au fait, on a vu l'avion de l'autre côté. Donc on a cherché l'avion pendant une semaine, sachant que l'avion n'était pas là. Donc on sait depuis le départ qu'on nous ment. Voilà. Donc il y a un combat à mener. On sait que nous n'aurons pas la réponse de l'enquête officielle. Donc l'espoir, c'est quoi? Il y a un juge antiterroriste en France qui a été nommé. Peut-il avoir des réponses? J'en sais rien. Et puis il y a ce qu'on peut faire, nous. Est-ce que l'espoir, c'est de les retrouver vivants, peut-être? Non, je n'ai plus cet espoir-là aujourd'hui. Je l'ai eu pendant longtemps. Pour moi, il y a eu une étape importante. C'est le jour où on a retrouvé un débris. Savoir que tant qu'on n'avait pas retrouvé ce débris, personnellement, je pensais que cet avion avait atterri quelque part. Il n'y avait aucune preuve de crash. Donc aucune preuve de crash, aucune preuve de deuil. Et on n'a jamais vu ça, un avion qui disparaît sans preuve de crash. Donc ça voulait dire que l'avion avait atterri quelque part. Donc là, il y avait encore un espoir. Le jour où on a retrouvé ce débris sur la Réunion et qu'on a dit qu'il était lié à l'avion, là, effectivement, pour moi, c'était la fin de tout espoir. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Pascal et de Marc, le frère et la sœur de votre épouse. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Vous vous exprimez très peu dans les médias depuis cette affaire. À quoi ressemble votre quotidien à tous les deux depuis 2 ans maintenant? Mon quotidien, c'est la recherche de la vérité depuis le jour où on m'a annoncé qu'un avion qui transportait ma sœur, mon neveu et ma nièce a disparu. Et le fait qu'on me dise qu'il est mystérieusement disparu, ça, je ne peux pas l'admettre. Et je veux la vérité sur cette affaire. Et vous, Marc? Moi, j'ai continué mon travail parce que c'est la meilleure façon pour moi de m'occuper l'esprit. Et il y a tellement de foule de détails qui fait qu'on est rappelé vers eux que le fait d'être occupé par son travail, que j'aime bien, permet de continuer. Mais vous vous êtes aussi engagé dans ce combat? Oui, tout à fait, puisque nous avons créé une association pour le vol MH370 avec la sœur de Ghislain dès les premières semaines du drame. 3 experts vont nous accompagner tout au long de cette émission aujourd'hui. Frédéric Farigou, notre psychologue, Marc Geiser, notre avocat, et Gérard Felzer, ancien pilote de ligne et spécialiste des questions aéronautiques. Bonjour à tous les 3. Frédéric, vous connaissiez évidemment cette affaire. Vous en avez entendu parler dans l'actualité. D'un point de vue psychologique, que traversent nos invités exactement? C'est très compliqué en fait. Le deuil suite à un crash d'avion comme ça subi, violent, c'est extrêmement difficile à faire en fait. En l'absence de corps, les proches restent des disparus. Donc l'esprit ne peut jamais vraiment être en repos pour pouvoir faire ce cheminement par rapport à son propre chagrin. Donc il y a trop de questions sans réponse en fait dans cette affaire, trop d'inconnus qui empêchent ce cheminement de deuil. Donc je comprends que cette quête de vérité soit fondamentale pour eux parce que c'est remettre du sens dans ce qui est difficile. C'est difficile de trouver du sens dans une telle épreuve. C'est mettre de l'ordre dans le chaos, c'est trouver des réponses à leurs questions. Et puis, c'est aussi lutter contre un terrible sentiment d'impuissance parce que y a une réalité et puis soudain, il y a quelque chose qui se passe et tout vole en éclats. Mais en même temps, il n'y a rien de tangible, de concret. Tout est volatilisé. Donc, c'est très compliqué d'avancer avec ces sentiments contrastés. Marc, est-ce que nos invités ont raison de mener l'enquête eux-mêmes et de s'accrocher à ce combat? J'allais dire que de toute manière, la question pour eux ne se pose pas, puisque je pense qu'ils pourraient difficilement faire autrement que de s'investir dans ces investigations-là. En fait, on a besoin d'être, surtout dans une affaire aussi complexe, aussi
pleine de questionnements qui sont vraiment à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on peut tout imaginer et son contraire dans cette affaire. Donc je pense que si personne n'aiguillonne la justice de manière régulière, parce qu'on a quand même des moyens en France de contraindre en quelque sorte l'appareil judiciaire à travailler. C'est ce qui a été fait par le dépôt d'une plainte, puis par le dépôt, si j'ai bien compris, d'une plainte avec constitution de partie civile. Ça veut dire qu'on contraint la justice à désigner un juge d'instruction, en l'espèce un juge antiterroriste, avec les moyens qui sont les siens, pour engager des investigations importantes sur ce qui peut être retrouvé au regard à la fois du lieu où finalement cet avion semble être tombé, de ce qui pouvait être à l'intérieur de cet avion en termes de passagers, quels étaient les intérêts en présence un peu partout. Enfin, c'est une affaire extrêmement compliquée. Donc effectivement, si on a des familles, des proches de victimes qui restent tranquillement assis en attendant que les choses leur viennent, il ne leur arrivera pas grand-chose. Parce qu'il y a véritablement dans cette affaire, je crois, beaucoup d'enjeux dont certains sont difficiles à formuler, on va dire ça comme ça. Alors Gérard, comment un avion de cette taille peut-il disparaître de nos jours, au XXIe siècle? Comment c'est possible? Par rapport à ce que vient de dire Guylain et mes amis autour de ce studio, comment accepter l'inacceptable? Je suis assez d'accord avec ça. Personnellement, je ne suis pas dans la théorie du complot, mais il y a des choses qu'on me pose. Il y a vraiment des interrogations. À chaque fois qu'il y a un crash, heureusement, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même, on me demande, est-ce que ça aurait pu être évité? Et est-ce que ça serait évitable dans l'avenir? Alors, je vous rappelle qu'il y a eu, il y a 7 ans, un crash d'un avion d'Air France entre Rio et Paris, qu'on a bien failli ne jamais retrouver. Alors, on a retrouvé des débris. Là aussi, on a retrouvé un débris. Mais s'il n'y avait pas eu une volonté du patron du bureau enquête-analyse, Jean-Paul Troadec à l'époque, qui a tenu pendant 2 ans envers et contre tout le monde, ça coûtait très cher, on n'aurait jamais retrouvé cet avion. On l'a retrouvé. Et on se pose la question, enfin moi je me pose la question, comment se fait-il qu'au bout de 7 ans après, eh bien on n'ait toujours pas de solution? Un avion peut disparaître encore aujourd'hui. Et on n'a pas pris la peine, alors qu'avec les smartphones aujourd'hui, on peut vous géolocaliser à 1 mètre près. Donc c'est un problème technique, c'est vraiment une défaillance Il y a une défaillance, une volonté politique et financière, parce que ça coûte un peu cher. On est dans le brouillard total, et c'est vrai que c'est un peu... je ne sais pas ce qu'ils font à l'OACI qui est l'Organisation internationale de l'aviation civile. En tous les cas, ils travaillent dessus. Je pense que c'est un petit peu long. Alors, avant de nous intéresser à l'enquête, Guylain, on va d'abord faire la découverte de votre famille à travers ces quelques images. Amoureux depuis leurs 15 ans, Laurence et Guylain ont très vite fondé une famille. Avec leurs 3 enfants, dont Ambre et Adrien, âgés de 13 et 17 ans, ils rêvent de parcourir le monde. C'est en 2007 qu'une occasion rêvée se présente à eux. Guylain est muté en Chine et toute la famille s'installe à Pékin. Les adolescents étudient au lycée français et profitent pleinement de cette nouvelle vie. Mais le 8 mars 2014, leur destin bascule. Laurence, Ambre et Adrien, de retour de Kuala Lumpur, embarquent à bord du vol MH370 de la Malaysia Airlines qui disparaît soudainement des écrans de contrôle. Vous meniez quelle vie de famille avant? Ça faisait 30 ans que je connaissais ma femme. C'était une vie de famille extraordinaire. On a voyagé. On avait une belle vie à Pékin. Moi, j'avais un beau métier. J'avais des enfants merveilleux. J'avais une femme très dynamique. Voilà, c'était le bonheur, quoi. C'était... je ne sais pas comment le dire, mais c'était une vie sympa. Vous en étiez où à ce moment-là, dans votre vie de famille, dans vos projets professionnels? Pourquoi vous faisiez tous ces allers-retours? En fait, nous devions revenir en France en juin. Donc, l'incident a lieu en mars et on devait revenir. Toute la famille devait revenir en France en juin. Moi, j'avais un boulot j'étais muté à Paris et j'avais commencé en janvier. Donc, moi, je faisais des allers-retours entre Pékin et Paris. Et ma famille était restée bien évidemment là-bas pour des raisons scolaires, puisque mes enfants étaient à l'école française là-bas. Donc, ils restaient jusqu'en juin là-bas.
Et pourquoi il se trouvait à bord de ce vol C'était les vacances scolaires. Ils avaient 2 semaines. Ils étaient partis 1 semaine en Malaisie, donc en fait à 4, avec aussi la petite amie d'Adrien. Et ils revenaient de Kuala Lumpur pour la 2e semaine à Pékin pour la passer avec moi. Et vous vous trouviez où alors? Vous étiez à Pékin au moment Au moment où ça se passe, je suis dans l'avion entre Paris et Pékin. C'est-à-dire qu'eux sont dans l'avion entre Kuala Lumpur et Pékin et doivent arriver à 6 h du matin. Moi, je suis dans l'avion entre Paris et Pékin, j'arrive à 4 h de l'après-midi. Donc je suis le dernier à prendre connaissance de l'incident. Comment vous en avez pris connaissance? Je suis dans l'avion, j'allume, dès que l'avion atterrit, vous allumez votre portable. Et là, je reçois un SMS de quelqu'un du boulot qui me dit « Guilain, je suis désolé, appelle-moi quand tu veux ». Dans l'avion. Je suis encore dans l'avion. Donc je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et à la sortie de l'avion, une hôtesse m'attendait, chinoise, me dit « Suivez-moi, monsieur ». Et là, je la suis dans l'aéroport. Sans rien vous dire d'autre? Non. Vous avez pensé à quoi à ce moment-là? Je dis « Il se passe quoi ?» Elle ne me répond pas, elle ne me dit rien. Et là, l'aéroport me paraît interminable. Et j'arrive dans une petite salle où il y avait le consul de l'ambassade de France qui me dit « Guilain, je suis désolé. Il est arrivé quelque chose à ta famille, leur avion s'est crashé en mer. » Donc là, votre fils aîné était où à ce moment-là? Donc lui était déjà en France depuis 2 ans, où il fait ses études en France. Donc il était en France, voilà, à ce moment-là. Donc là, on s'effondre? Là, le monde s'effondre. Là, vous vous dites, c'est pas possible, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Là, vous savez plus du tout où vous en êtes. Est-ce que vous l'entendez, cette information, ou est-ce que vous êtes dans le déni? Est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que ça vous passe au-dessus? Oui, ça vous passe, je sais pas, à ce moment-là, vous dites, c'est pas possible. Vous n'arrivez plus à voir les gens, vous n'arrivez plus à parler, vous dites, laissez-moi. Vous essayez de comprendre ce qui s'est passé, mais personne ne sait rien. Vous apercevez rapidement que vous n'avez aucune réponse à vos questions. Donc c'est encore pire, quoi. Alors la compagnie malaisienne a réservé un hôtel pour les familles des passagers. C'est là qu'ils vous ont réunis. Donc vous gardez quel souvenir de votre arrivée dans cet hôtel? Là, c'est après qu'on m'annonce ça, on me dit on va t'amener à cet hôtel-là. Parce que moi, je suis le dernier des familles en fait, à être mis au courant, puisque j'arrive à 4 h de l'après-midi. Et l'avion disparaît pendant la nuit. Et on me dit, on va t'amener à l'hôtel où sont toutes les familles. Donc là, d'abord, on arrive et il y a un long couloir avec des centaines de journalistes qui vous prennent en photo, qui essayent de vous... Donc déjà, vous dites où je suis, c'est invraisemblable. Et vous arrivez dans une salle où il y a 300 personnes, tous en train de crier, plus les uns que les autres, des gens qui pleurent. Et on vous met dans cette salle et il ne se passe rien. On vous dit juste, écrivez sur le tableau votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous contacter et vous restez là pendant 1 demi-heure. Et je dis aux gens de l'ambassade de France qui étaient avec moi, ramenez-moi chez moi, je ne veux pas rester là, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à obtenir plus d'informations? Ah non, il n'y a même personne qui vient vous voir et qui vous dit quoi que ce soit à ce moment-là. Donc vous repartez chez vous? Je repars chez moi. Et vous avez fait quoi en rentrant chez vous? Je repars chez moi, je retourne dans ma maison où je suis tout seul. La première des choses, et ça c'est vraiment le moment le plus insupportable que j'ai jamais vécu, c'est d'appeler mon fils. Ça se passe comme ça, je l'appelle et avant que je dise quoi que ce soit, il me dit dis-moi qu'ils sont pas dans l'avion. Je lui dis si. Donc voilà, et je préviens la famille, toute la famille, et puis à ce moment-là, j'apprends que Pascal, ma belle-sœur, et ma sœur et mon fils décident de prendre l'avion pour me rejoindre, mais ça met 48 heures, temps d'obtenir les visas, les billets d'avion. Donc je reste 48 heures tout seul. Je veux voir personne. J'ai des amis qui me mettent des paniers de repas devant la porte. Et voilà. Mais je reste 48 heures tout seul sur CNN et BBC parce que c'est là qu'on avait les informations, à regarder la télé et à pas savoir où je suis en fait. Pascal, 48 heures après l'annonce, vous avez décollé de Paris pour Pékin. Votre but, c'était de retrouver Guilain le plus rapidement possible pour ne pas le laisser seul, j'imagine. Notre but, c'est que, en fait, nos familles étaient extrêmement liées. Et effectivement, tout de suite, on a, avec Anne-Sophie, demandé au Quai d'Orsay de nous aider à avoir un visa. Parce que le problème, c'est qu'il fallait avoir un visa rapidement pour aller rejoindre Guilain
et Alexandre, puisqu'Alexandre, bien entendu, rejoignait Guilain. Et au début, le Quai d'Orsay était, en tout cas à mon égard, pas très coopérant. Et puis finalement, on a réussi à embarquer le dimanche et arriver le lundi matin à Pékin. Est-ce que vous avez réussi à obtenir de nouvelles informations une fois sur place? Une fois sur place, on commençait toute une série d'informations et de désinformations. Pendant toute une semaine, on a vécu un cauchemar parce qu'effectivement, au début, le consul avait dit à Guilain que tout était fini, qu'il n'y avait rien à espérer. Et au fur et à mesure de la semaine, alors là, les choses ont commencé à évoluer. C'est-à-dire, vous avez entendu quoi comme information, contre-information? Eh ben, on a entendu que des traces d'huile avaient été retrouvées. On a entendu que les satellites chinois avaient vu une énorme pièce dans la mer de Chine méridionale, donc là où l'avion était censé voler. Et puis après, on a entendu ce problème de radars, les radars militaires qui auraient pointé l'avion. Et à ce moment-là, quand il y a eu tout ce genre d'informations qui a été distillé, j'ai commencé à demander véritablement par écrit à Malaysia Airlines des informations ou des confirmations de ce qui nous a été dit. Et Malaysia Airlines n'a pas voulu donner d'informations. La seule chose qu'il m'ait dite, c'est il m'a dit que l'avion, il était faux de dire que l'avion avait continué à voler pendant plusieurs heures. Parce que ça, c'était une information qui était sortie non pas de la Malaisie, mais du Wall Street Journal. Et donc là, on s'est dit, mais si l'avion a commencé à voler s'il a volé pendant plusieurs heures, après avoir coupé le contact, c'est qu'il est quelque part, ou il a pu se poser quelque part. Et c'est là où, d'ailleurs, il y a eu des cartes qui ont été établies en montrant tous les points dans le monde. Donc l'avion avait beaucoup de carburant. Donc il y avait un millier d'endroits possibles. Donc ça vous a donné de l'espoir? Ah, mais on est complètement reparti Enfin, on s'est dit... Il s'est peut-être effectivement posé quelque part. Au début, quand l'avion a été annoncé retardé sur les panneaux, et puis après, il a été annulé. Les opérations de recherche, le rescue, a été lancé 4 heures après la perte de contact. 4 heures après. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui a été su pendant ces 4 heures? 4 heures après, c'est trop longtemps après? Je pense que c'était la panique à bord. Je crois qu'ils ne savaient pas par quel bout prendre le problème, ça leur tombait dessus. Ils n'avaient pas d'expérience de gestion de crise vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que les différents BEA de plusieurs pays sont venus à la rescousse. Je mets ça sur le compte de la désorganisation d'une part et puis un manque de communication évidente d'autre part. Ça a été vraiment n'importe quoi dans les premières heures, les textos envoyés, aucune précaution. Et je comprends que ça doit être extrêmement déstabilisant pour les familles en tous les cas. Comment vous êtes parvenu à garder la tête froide pendant ces 2 premières semaines où vous étiez donc confronté à ces informations, à ces contre-informations? Je ne sais pas si on a gardé la tête froide, mais rapidement, c'est la colère qui nous a envahis. Et c'est ça qui nous a fait tenir aussi. Alors la colère, on n'a pas toujours la tête froide, mais quand même. Vous avez quand même tenu à organiser des réunions autour de la mémoire de vos proches? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Pascal est venu me rejoindre avec ma sœur et mon fils, moi j'étais là pour une semaine de vacances. Et puis on regardait les émissions CNN, tout ça, on était là pendant une semaine quand même. Puis rapidement, on s'est aperçu qu'on n'aurait pas de réponse au bout d'une semaine. Et puis on finissait par avoir espoir que l'avion avait atterri quelque part. Donc rapidement, on s'est dit qu'au bout d'une semaine, on partirait, qu'on n'aurait pas de réponse. Et à ce moment-là, nous est venue l'idée de faire une cérémonie, pas à leur mémoire, parce qu'on avait espoir, mais une cérémonie pour eux, oui. C'était un moment merveilleux où on s'est tous un peu recueillis, on a pensé très fort à eux. Et on a eu quelques témoignages qui n'étaient pas prévus d'ailleurs. Les enfants ont voulu s'exprimer, par exemple. Et ce qui était assez fantastique dans cette cérémonie, c'est que même si nous, on avait espoir, on parlait d'eux déjà au passé, les enfants parlaient d'eux au présent.
Et puis vous êtes rentrés en France, tous ensemble? Oui. Et puis qu'est-ce qui s'est passé en France? Vous avez continué le combat, vous avez commencé à vous organiser justement pour... Déjà, en fait, quand on était à Pékin, nous avons écrit au ministre des Affaires étrangères pour lui rappeler qu'il y avait 4 Français dans l'avion. Parce qu'il faut quand même savoir que sur le site du ministère des Affaires étrangères, il n'y avait absolument rien sur la disparition du vol MH370. Donc on a juste voulu rappeler quand même au ministre qu'il y avait 4 Français et que la France, pour l'instant, avait été muette. Il n'y a eu aucune déclaration du président de la République, du Premier ministre, du ministère des Transports. Il y a eu un blackout total. En France, on n'a pas parlé de cette disparition. Il vous a répondu? Le BEA n'est pas parti tout de suite. Le BEA est parti une semaine après. Comme si cette affaire n'intéressait pas la France. Ou alors comme si la France voulait garder certaines distances avec cette affaire. Pour quelle raison, selon vous? Pour quelle raison? Parce qu'elle n'avait pas envie peut-être de participer à la manifestation de vérité que l'on réclamait. Donc vous avez déposé une première plainte? Guilain a déposé une plainte simple dès le 14 mars quand il était à Pékin. Pourquoi? Parce que, à Paris, que fait le procureur de la République? Il y a juste une enquête qui est diligentée pour homicide involontaire. Un homicide involontaire, c'est un accident. Il y a donc selon le parquet, cet avion a eu un accident. Avec toutes les informations qui commençaient à arriver, et notamment donc, la thèse selon laquelle l'avion a commencé à voler pendant plusieurs heures et qu'il aurait été pointé par des radars, on se dit, c'est pas possible. Cet avion a donc été détourné. La seule chose que l'on sache, c'est que l'avion a été détourné de sa trajectoire. Donc Guilain dépose une plainte dès le 14 mars, visant donc l'article 421-1 du Code pénal, qui notamment dit que sont constitutifs d'un acte de terrorisme quand il y a trouble à l'ordre public, le détournement d'aéronefs. Marc? Oui. Alors, le fait de... Si vous voulez, c'est très bien expliqué. A priori, les autorités disent, écoutez, on va investiguer sur ce qu'on considère comme étant un accident. Compte tenu des éléments déjà contradictoires qui sont fournis par les différentes autorités susceptibles d'apporter des renseignements, c'est juste pas possible d'imaginer qu'on s'arrête là. En plus, vous comprenez bien que les moyens d'investigation sur un accident, sur un homicide involontaire, sont évidemment pas les mêmes que si on mobilise la division antiterroriste et les juges antiterroristes. Donc en fait, Guilain, en déposant sa plainte, va obliger la justice à avoir un regard beaucoup plus précis et beaucoup plus ciblé sur les faits qui ont présidé à la disparition de cet avion. Alors bien sûr qu'il fallait le faire. Et quand je parlais tout à l'heure d'aiguillonner régulièrement la justice, mon confrère qui est en face de moi, j'allais dire, même dans nos petites affaires au quotidien, on est obligé de le faire pour faire sortir les dossiers de la pile pour qu'enfin on puisse traiter nos affaires. Vous imaginez dans une affaire comme ça, où en plus, je ne veux pas parler de volonté, mais il y a une réticence en tout cas. Voilà. Il y a une réticence à donner des informations, à les partager, parce que aussi je pense, sans être l'avocat du diable, que pour le gouvernement français c'est compliqué parce que ce qui arrive de la Malaisie en termes de renseignements est déjà contradictoire. On sent bien à un moment donné que les Malaisiens donnent pas tout ce qu'ils ont, peut-être aussi parce qu'on est dans une situation où c'est très désorganisé, ils ne savent pas gérer tout ça. En tout cas, il fallait impérativement donner à cet événement, j'allais dire, l'ampleur qui est la sienne. Voilà. Oui, et j'ajouterais que la Malaisie elle-même a ouvert une enquête pour terrorisme dès le début. Donc ça veut dire que cette piste du terrorisme a sérieusement été envisagée. Il y a d'abord sur le BEA français qui n'a pas pu se rendre, c'est pas qu'il ne voulait pas y aller, c'est que les enquêteurs, c'était les Malaisiens. Et il fallait qu'ils invitent. Et il y a eu des réticences de leur part à inviter des experts français ou des experts étrangers. Ça a pris un certain temps. Mais encore une fois, je crois que le BEA était évidemment volontaire pour enquêter. En plus, ils ont une expérience assez pointue dans ce domaine. Sur les hypothèses, parce qu'on en est toujours à des hypothèses, la difficulté,
c'est qu'à chaque fois qu'il y a une hypothèse qui est émise, il y a une contre-hypothèse derrière. Je prends l'exemple du suicide. Moi, je l'ai envisagé. Hein. J'ai fait 30 ans pilote à Air France. Il m'est arrivé une chose improbable. Un passager a voulu se suicider. Il m'a pris les commandes en vol. Et il voulait se suicider avec les passagers. Bon, je ne pensais pas que ça puisse arriver un jour. Ça a été assez violent. On a sauvé finalement la situation. Et quelques années après, arrive le Germanwings. Situation totalement improbable aussi. Et là, maintenant, il y a des mesures qui sont faites pour pas que ça se reproduise, évidemment. Alors, il y a cette hypothèse qu'on a envisagée, effectivement. Pourquoi pas? Ça peut expliquer beaucoup de choses. Pardon? D'un passager qui se serait introduit... Non, ou le commandant de bord ou le copilote qui ont décidé, dans le même scénario, d'isoler la cabine, de couper l'oxygène, de dépressuriser l'avion. Tout le monde est mort. C'est déjà arrivé, hein. Cyprus Airlines, par exemple. Est-ce qu'on aurait pu avoir des preuves de ça? Si on avait eu les boîtes noires, oui. Le problème, il est là. Il faut les boîtes noires. Il faut les boîtes noires. Le Cyprus Airlines, les chasseurs sont arrivés. Ils ont constaté que tout le monde était mort à bord et l'avion continue à voler. Et il est tombé quand il n'y avait plus de pétrole. Alors, c'est une des hypothèses. Elle est peut-être peu probable, mais elle explique beaucoup de choses aussi. L'évitement, les changements de cap pour éviter les radars militaires d'un côté ou de l'autre, etc. Mais on n'a pas la preuve formelle de ça, évidemment. Et puis, l'incident. L'incident, c'est le feu. Mais le feu, jamais un feu ne fait tenir en vol un avion pendant 6 heures. Ça n'existe pas. En revanche, les batteries lithium-ion, qu'on nous a cachées au départ d'ailleurs, 2,5 tonnes de lithium-ion, qui prennent feu spontanément ou qui émettent des gaz asphyxiants, peut être aussi une des possibilités. Mais on n'explique toujours pas pourquoi il y a ces changements de cap successifs derrière. Et puis en fait... Et puis en plus, il y a l'attentat. Alors l'attentat, c'est le cap vers l'ouest. Et on a pensé à Diego Garcia, qui est une île stratégique américaine. Là, il y a plusieurs scénarios. Alors on a dit que les Américains auraient pu le descendre et puis nettoyer. Ça n'existe pas non plus, parce qu'il y a toujours quelque chose qui flotte, il y a des sièges, on retrouve toujours forcément quelque chose. Et puis mettre dans la confidentialité 500 personnes, c'est assez difficile quand même. Et puis, la troisième hypothèse, ou la sous-hypothèse de l'attentat, c'est que, comme dans l'attentat de New York 2001, les passagers auraient pris le dessus et finalement auraient fait changer de cap à l'avion, je ne sais pas pourquoi encore, et il est parti plein sud. Et puis, la dernière question qu'on s'est posée, et là je rejoins Guilain, c'est... est-ce que les informations Inmarsat sont les bonnes? Est-ce qu'il est vraiment prouvé qu'il a volé pendant autant de temps et qu'on arrive malgré tout à le localiser? Vous savez, votre portable, par exemple, on peut vous géolocaliser même s'il est éteint. Il n'y a qu'en sortant la puce et en le mettant à côté qu'on arrive à rester incognito. Là, c'est un petit peu le même système. Il semblerait, d'après des experts indépendants, que leur calcul... leur logiciel qui a été mis au point, parce que ce n'est pas prévu pour ça au départ, soit relativement fiable. Et puis on a retrouvé cette pièce, et on peut estimer aujourd'hui que c'est la vraie pièce d'un Boeing 777 et de cette pièce, parce que toutes les pièces sont numérotées, il y a quand même un numéro, eh bien... ça prouve quand même que l'avion s'est crashé quelque part dans l'océan Indien. Donc c'est la vraie pièce, c'est confirmé, il y a un numéro sur la pièce? On peut toujours avoir des doutes, mais si le bureau à Bordeaux d'analyse de la gendarmerie s'est mouillé par rapport à ça, je ne vois pas quel serait leur intérêt d'aller mentir là-dessus. Vous avez eu des doutes, pourtant? J'aimerais réagir sur 2-3 choses qu'a dit Gérard. D'abord, oui, le BA est invité, mais il faut savoir que le FBI débarque tout de suite en Malaisie. Donc les Américains, ils ne sont pas invités, mais ils y vont. Le Donc FBI va chez le pilote. Qu'ils aient débarqué si vite. Ah, ils ont débarqué tout de suite, et ils vont même chez le pilote, et ils vont prendre le simulateur de vol du pilote. Donc ça, déjà, il y a des gens qui ne s'invitent pas. Il y a des gens qui y vont. Donc ça, c'est première chose. Deuxième chose, sur les données Inmarsat. Ça pour moi, c'est extrêmement important. Donc Inmarsat, c'est une société privée britannique qui a des satellites et qui peut suivre visiblement les avions. Ces données Inmarsat, les familles, depuis le premier jour, parce que c'est ça qui dit que l'avion est au fin fond de l'océan Indien. Depuis qu'on nous dit ça, donc depuis le 24 mars, nous demandons ces données.
Inmarsat refuse de nous les donner. Il faut savoir que le juge antiterroriste les a demandés à la société britannique privée. La réponse d'Inmarsat est « nous les avons donnés à la Malaisie ». Donc demandez-les à la Malaisie qui est en charge de l'enquête. Quand le juge français va en Malaisie en décembre dernier, il demande ces données à la Malaisie et la Malaisie lui répond « non, nous ne les avons pas ». Donc il faut savoir quand même qu'il y a une société privée britannique qui refuse de donner ces données qui sont essentielles dans la recherche de la vérité. Pourquoi selon vous? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de contre-expertise. Pour moi, elles sont fausses. Vous savez, quand vous ne donnez pas l'intégralité de vos données, c'est que vous voulez cacher quelque chose. Et pourtant, il y a eu ce débris. L'avion se serait scratché dans l'océan Indien. On a trouvé quand même ce débris sur l'île de la Réunion. Oui, qui pourrait mais ça ne veut pas dire qu'il est tombé dans hypothèse. l'océan Indien. Non, non, pour moi, la Réunion, c'est quand même... Il faut quand même voir la Réunion, entre la Réunion et là où l'avion est soi-disant tombé, je pense qu'il faudrait que le débris fasse plusieurs kilomètres par jour. C'est très peu probable. Je crois qu'il faut qu'il fasse plus de 10 kilomètres par jour, un débris, pour arriver là-bas, en ligne directe, en ligne droite. Et puis on n'en a trouvé qu'un. Donc moi, ce débris, justement, à La Réunion, ne prouve pas du tout que l'avion est tombé là où on nous dit qu'il est tombé. Je ne crois pas une seconde que l'avion est là où on le cherche. Vous croyez quoi? Je ne crois plus rien, d'abord, parce que je n'ai aucune preuve de rien. Donc, toutes les hypothèses sont encore ouvertes. Je rajouterai quelques hypothèses à celles de Gérard, parce qu'effectivement, le problème, c'est que chaque hypothèse, il y a un truc qui ne marche pas. Chaque fois qu'on émet une... Donc, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau. Comme le 11 septembre, comme Germain-Wing. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe qu'on n'avait pas envisagé jusque-là. Donc, je vais vous donner un exemple, mais c'est peut-être pas ça. Je ne crois pas aux terroristes qui vont sur Diego Garcia, parce qu'ils savent pertinemment bien qu'ils vont se faire descendre. Donc, ça, c'est idiot. Par contre, j'ai trouvé dans mes recherches que les Américains avaient la technologie de contrôler les avions à distance. Et ça, c'est très facile. Ça, c'est très facile. J'ai vu des pilotes, j'ai vu un avion. Et la route de l'avion peut être chargée à distance sur l'ordinateur de bord. Alors effectivement, le pilote va vous dire « je suis obligé de la valider ». Mais quand vous faites une mise à jour de votre iPhone, vous savez ce qu'on vous met? Donc il suffit de dire que l'utilisateur X, qui est le mec du sol, a priorité sur l'utilisateur Y, qui est le commandant de bord, et c'est réglé. Donc moi je pense que par exemple, et j'ai trouvé les brevets, les Américains ont la technologie de contrôler les avions à distance. Donc on peut très bien dire, et George Bush l'avait dit lors d'une interview après le 11 septembre, il faut qu'on puisse contrôler les avions à distance. D'accord, mais alors c'est quoi la thèse? La thèse, c'est qu'il y a des terroristes. Il y a des terroristes dans l'avion, donc on prend le contrôle de l'avion et on va le faire abattre, on l'abat ou on le fait tomber quelque part, là où on souhaite le faire tomber. Un professeur australien qui enseigne dans une unité de Melbourne me dit toujours, ils sont prisonniers au Pakistan. Et comment il a ces informations, lui? Je ne sais pas. Lui, il a repris les données Inmarsat. Il m'a dit elles sont fausses. Oui. C'est complètement pipeau. On vous cache la vérité. L'avion a atterri. Il n'a pas pris la route du sud, il a pris la route du nord, qui va vers le Pakistan, et il a atterri là-bas. Il y a des gens qui en font leur business. Sur l'attentat de New York, c'est la théorie que c'est les services secrets qui ont fait dégringoler les tours. On en trouve... Alors, c'est épouvantable parce que, ils en font leur business avec des bouquins qui sortent et qui racontent un peu n'importe quoi. Et puis, c'est prendre en otage les familles aussi. Et ça, c'est un vrai scandale. On a eu des gens, vous savez qu'à un moment donné, on lance une campagne parce qu'on nous dit qu'on nous cache la vérité. Donc on dit comment on peut faire? On n'est pas enquêteur, tout ça. Donc on lance une campagne de crowdfunding, de financement participatif sur Internet en disant ce sera un moyen de rémunérer un lanceur d'alerte ou d'avoir une société privée d'investigation. Et donc on lance ça sur Internet, ça marche plus ou moins bien, mais à partir de ce moment-là... C'est à vous récolter combien? On a récolté 100 000 $. Mais à ce moment-là, des gens nous ont contactés du type « j'ai une vidéo de l'avion qui a atterri, je veux $1 million ». Et ça, on en a eu des tas comme ça. Donc quand vous avez ça, vous avez envie de le croire aussi. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous avez été jusqu'à vous tourner vers des médiums ou... Je n'ai pas encore fait ça. Encore fait, non. Il reste mais je ne sais pas, je ne sais plus. Parce que j'imagine qu'on a envie de se raccrocher à tout. Bah oui, mais il y a des tas de médiums qui m'ont contacté, bien évidemment. Ou des gens qui m'ont dit j'ai pris mon pendule, l'avion il a telle coordonnée GPS. Il y a une théorie d'extraterrestres aussi. Oui, il y a eu ça aussi. Qu'est-ce qu'on vous a dit?
Non, mais bon, ça, c'est des choses que j'ai vite éliminées. Mais bon, voilà. Oui, moi, sur le flaperon... Sur le, pardon ? Sur le flaperon, sur le débris qui a été retrouvé sur l'île de la Réunion en juillet 2015, je voudrais quand même insister sur une chose. Un flaperon, c'est constitué de plusieurs parties qui sont rivetées les unes aux autres. Et chaque partie est numérotée. C'est un numéro de série. Et sur les 3 numéros de série, sur au moins 3 numéros qui ont été relevés, aujourd'hui, le flaperon, il n'a pas encore été ouvert. Hein. On n'a pas pu véritablement lire tous les numéros de série de toutes les pièces. Mais avec un endoscope, on en a visionné 3. Sur ces 3 numéros de série, il n'y en a qu'un seul qui correspond à une pièce qui aurait été livrée par Boeing à Malaysia Airlines. Malaysia Airlines a dit qu'elle avait effectué une réparation sur ce flaperon. Lors de l'expertise, cette réparation n'a pas été véritablement visionnée. Et pour moi, il n'y a pas une preuve directe entre le flaperon livré par Boeing à Malaysia Airlines et le fait que ce soit effectivement un avion, l'avion qui était le vol MH370. Donc moi, pour l'instant, vous ne ce croyez flaperon ne constitue pas la preuve irréfutable du crash de l'avion, et encore moins, comme l'a dit Guillain, au sud de l'océan Indien. Il y avait sur ce flaperon des crustacés, des cirripèdes, des anatifs, qui ne pouvaient pas se développer parce que la mer était trop, l'océan Indien est trop froid, là où on dit que l'avion s'est crashé. Donc il y a encore beaucoup de choses qui ne collent pas. Donc ça confirmerait, selon vous, la thèse du complot, c'est-à-dire qu'on aurait déposé ce débris là. Attention, nous ne sommes pas des complotistes ou quoi que ce soit. Nous disons juste une chose. Nous ne croyons pas qu'un avion au XXIe siècle disparaisse mystérieusement dans une région qui est sous haute surveillance. Cet avion n'a pas disparu au fin fond de l'océan Indien. Cet avion a perdu le contact en mer de Chine méridionale. Vous avez la Malaisie, au-dessus vous avez la Thaïlande, là vous avez l'Indonésie, le Vietnam un peu plus haut. Cet avion, il a cessé de communiquer avec le monde à un endroit extrêmement surveillé. Il n'a pas disparu comme ça ce n'est pas un mystère. On veut nous faire croire que l'avion a disparu mystérieusement et vous n'y croyez pas. Quelle est votre conviction profonde ? Moi, ma conviction profonde, c'est que cet avion a été conduit quelque part, soit par un pilote, soit par un passager qui a réussi à rentrer dans le cockpit, soit par un contrôle à distance. Pourquoi ? Soit parce qu'il y avait des passagers dans l'avion qui gênaient quelqu'un, soit parce qu'il y avait à bord de cet avion une marchandise qui devait arriver quelque part, en l'occurrence en Chine. Voilà. Il faut savoir que parmi les lettres de transport aérien, il y a 2 caisses qui ne sont pas identifiées. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ce sont des caisses volumineuses, c'est curieux parce que normalement le fret aérien est taxé d'une certaine façon. Mais donc normalement c'est au poids. Là, c'est taxé au volume. Il y a 2 caisses très importantes en volume qui ont été embarquées dans cet avion. Et la Malaisie refuse de nous dire ce qu'il y avait. Mais même d'une façon générale, sur toutes les marchandises, sur tout ce qui a été embarqué dans cet avion, nous n'avons pas l'origine des marchandises. Donc, et si vous regardez véritablement tous les documents qui ont été signés, il y a plein de documents, il y a certains documents qui montrent que la marchandise est rentrée dans l'avion sans contrôle. Vous pensez à quoi précisément ? Vous pensez qu'il y avait quoi dans ces caisses ? Quelque chose qui ne devait pas arriver. Quelque chose qui ne devait pas arriver en Chine. Des armes ? De la technologie. Ouais. De la technologie. Il y a beaucoup de théories autour de ça. Hein. Mais pour rebondir sur ce que dit Pascal, moi je ne crois pas qu'on ne sache pas ce qui s'est passé. Si on croit la version officielle, cet avion a traversé 7 contrôles aériens différents. 7 contrôles aériens.
Des nations comme Singapour. Singapour, c'est pas une nation du tiers-monde. Non. Ils ont des moyens. Là où l'avion disparaît, c'est surveillé par Singapour. Et donc il y a 7 pays qui n'ont rien vu ce soir-là. Ni les civils, ni les militaires. J'y crois pas une seconde. Sans compter les Américains qui ont des bateaux qui surveillent toute la zone. Sans compter les Chinois qui surveillent aussi toute la zone. Donc je n'y crois pas une seconde. On sait où il est cet avion. Gérard? Oui, alors en ce qui concerne les radars civils, étant donné qu'il a coupé ce qu'on appelle le transpondeur qui permet sur les écrans radars de l'identifier précisément, là pour le coup il a disparu. Il était suivi évidemment par les radars militaires. Les radars militaires, alors il y a les modes C, enfin c'est un peu compliqué, mais ils sont capables d'identifier par un point, il n'y avait pas 36 avions dans le ciel à ce moment-là, et ont suivi sa trajectoire. D'ailleurs, ça a été suivi, tout le début du vol, ça a été suivi, les changements de cap, on les a eus aussi par les radars militaires, qui ne donnent pas tout parce que c'est une zone compliquée, ils ne veulent pas délivrer les informations entre les radars militaires vietnamiens ou indonésiens ou singapouriens, c'est pas impossible. En tous les cas, les premières images, on les a, mais au bout de 180 nautiques, enfin disons 300 km, il n'y a plus de contact radar de toute façon. Les radars ne portent pas au-delà de, allez, on va dire 1h30 de vol de l'avion. Après, c'est le mystère total. Il n'y aurait eu qu'une reconnaissance par satellite, malheureusement. Elle n'a pas pu être faite. Donc vous pensez quoi de la conviction de Pascal? Toutes les hypothèses sont ouvertes. Maintenant, sur cette théorie qui aurait dû dire il y a une machinerie mise en route parce qu'on ne voulait pas livrer des caisses dont on ne connaît pas le contenu, on peut aussi supposer qu'il y a un mauvais fonctionnement de la compagnie qui n'aurait pas été jusqu'au bout de ces fameuses lettres de transport aérien. C'est vrai que les pilotes, normalement, on lui donne une liste, on lui dit voilà ce que tu as à ton bord. Et là, il arrive qu'on ne soit pas toujours au courant de choses qui n'auraient pas été détaillées par l'affréteur, par exemple. Et alors, oui, on peut. Tout est ouvert. La responsabilité de la compagnie aérienne qui n'a pas pris le soin de vérifier ce qu'elle rentrait dans son avion après une catastrophe comme celle-là, ce que ça représente en termes de coûts, de responsabilité. Même si on... D'abord, moi j'ai bon espoir qu'à un moment donné, on va savoir ce qu'il en est. Vous pensez que la vérité va éclater? Oui, je pense que la vérité va éclater aujourd'hui. J'aurais pas dit ça il y a 2 ans ou il y a 5 ans, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience de tout le monde qu'il y a un certain nombre de choses qui nous passent au-dessus de la tête de manière, j'allais dire, volontaire. Il y a aujourd'hui des preuves irréfutables de ce que, par moment, on ne nous dit pas la vérité parce qu'on considère qu'on n'est pas apte à la recevoir. Heureusement, il y a des gens qui se battent contre ça. Je pense que si des gens, et je pense que c'est le cas, sont intéressés par la recherche de cette vérité, je ne parle pas des institutions ou des autorités, je parle de gens qui sont des francs-tireurs et qui sont, eux, parce qu'ils ont les moyens techniques et technologiques de le faire, sont capables de faire des recherches et d'accéder dans des endroits où on ne veut pas que l'on accède. C'est comme ça aujourd'hui, les lanceurs d'alerte montrent bien qu'il y a des possibilités de trouver. Et je pense que comme on aura un jour l'exacte vérité sur ce qui a pu se passer en septembre 2001 aux États-Unis, on aura un jour la vérité là-dessus. La question, et Guilain il le sait, je pense que je ne lui apprends rien en lui disant qu'un jour on va savoir la vérité. Le problème c'est quand. Je suis persuadé qu'on va la savoir. Le problème c'est que je ne veux pas savoir la vérité dans 30 ans. Mais c'est ça, la difficulté je veux elle le est savoir là. avant. Et c'est toute pour la ça que je me bats. difficulté elle est là. On la saura, oui. Pourquoi vous voulez le savoir avant? Parce que comment on vit en se posant sans arrêt toutes ces questions? On n'arrive pas à se reconstruire. On n'arrive pas à se reconstruire. On n'en sort pas. On est toujours dedans. Alors, vous savez, les données des radars militaires, il y a eu aussi des tergiversations pendant la première semaine. Le général Rozali a dit dans un premier temps qu'il n'y en avait pas. Et après, il a dit, ah oui, il y en a. Enfin, ça n'a été que ça. Donc, soit il y en a eu, soit il n'y en a pas eu. Pourquoi dans le rapport préliminaire du 9 avril, diffusé dans le public le 1er mai, il est dit, ah oui, finalement, on a bien vu un avion. Mais comme c'était un avion ami, le terme c'est comme c'était un avion ami, eh bien on l'a laissé filer. Donc vous en avez vu un avion ou vous n'en avez pas vu. Mais ça n'existe pas ça non plus. On ne laisse pas passer un avion qui enfreint son territoire aérien, mais donc, son espace aérien. A posteriori, oui, effectivement, on l'a vu. Et aujourd'hui, vous vous dites, ah oui, d'ailleurs, les radars militaires nous le disent. Mais les données des radars militaires, bien entendu qu'elles sont secrètes. Mais elles n'ont pas été dévoilées au dossier pénal. Donc, pour moi, il n'y a aucune preuve. Normalement,
les traces radar sont enregistrées. Oui. Normalement. Mais donc, donnez-les-nous, Malaisie. Si vous dites que... Apportez-nous la preuve de ce que vous alléguez. Il n'y a rien. Est-ce qu'il vous arrive de désespérer? Ah bah oui, ça arrive. Ça fait 2 ans. Vous voyez bien que ça fait plus de 2 ans et on n'a preuve de rien. On sait qu'ils ont disparu. Voilà. Donc voilà. Oui, ça nous arrive de temps en temps de perdre un peu de l'énergie, oui. Mais, mais vite, la colère revient et se dit non, je peux pas me laisser. Moi, je peux pas les laisser. J'ai besoin d'une réponse. Je suis persuadé que de toute façon, le combat de Ghislain et de la famille va de toute façon servir à quelque chose. Bien sûr. Parce que il faut plus que ça se reproduise, tout simplement. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Et je pense que si l'OACI n'est pas capable d'imposer, comme avaient fait les Américains en disant on va imposer les portes de cockpit sécurisées. Ils ont dit celui qui ne sera pas équipé dans 3 mois, il est interdit de vol aux États-Unis. Ça a été efficace, hein, tout le monde s'y est mis. Et on a mis des portes de cockpit renforcées. Si on dit aujourd'hui l'OACI est incapable d'imposer une règle internationale, ok, mais ce sont les clients qui vont choisir les compagnies qui auront fait en sorte de faire des transmissions en temps réel de la position de l'avion. Certaines compagnies le font déjà. Eh bien, ça va peut-être changer les choses. Et là, il aura fallu que ça vienne de la société civile, c'est-à-dire eux. Vous dites, Ghislain, que vous ne parvenez pas à vous reconstruire tant que vous ne connaissez pas la vérité. Vous nous avez dit également que vous aviez besoin de garder un lien très proche avec vos disparus. Vous leur écrivez? Au début, oui, j'ai besoin de leur parler. Et en fait, la façon que j'avais trouvée, c'est que tous les soirs, je leur envoyais un email ou un SMS sur leur téléphone pour leur dire quelle était ma journée. J'ai un peu arrêté, je le fais que au moment des anniversaires, des choses comme ça, mais effectivement, je le faisais très régulièrement. Ça veut dire que vous avez gardé leur compte ouvert? Non, enfin, j'en sais rien. J'ai vu que les emails marchaient plus dernièrement, par exemple. Mais il y a eu, j'ai découvert aussi, par exemple, les comptes Facebook de mes enfants. Au début, j'ai voulu les fermer. Je trouvais ça totalement insane en anglais, comme on dit, pas sain de laisser ces comptes ouverts. Et je suis allé voir l'ambassade de France en disant fermez-le. Et là, ma petite nièce m'a dit Ghislain, regarde ce qui se passe sur les comptes Facebook de tes enfants. Et effectivement, c'était un moyen extraordinaire pour ces jeunes de s'exprimer. Donc tous les enfants envoyaient des messages extraordinaires de mes 2 enfants sur Facebook. Et j'ai dit, laissons-les ouverts. C'est un moyen génial pour ces enfants de s'exprimer. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Donc effectivement, on a tout laissé ouvert. Et puis ça a été un moyen, moi, pour m'exprimer vis-à-vis d'eux, les enfants pour s'exprimer vis-à-vis de leurs copains. Voilà, c'était bien. Donc là, vous allez vous consacrer vraiment... Je vais me consacrer plus à ça. Je ne pense pas que je vais faire ça à 100%. Je pense que j'ai besoin de faire autre chose, donc je vais essayer de faire autre chose. Mais je vais passer plus de temps là-dessus, oui. Il y a des tas de choses que je dois faire depuis 2 ans que je n'ai pas pu faire. J'ai des milliers de gens qui m'ont contacté, que je n'ai pas recontacté. Il faut que je retourne en Asie voir quelques trucs. On se bat contre plus fort que nous. Le point de vue de Frédéric là-dessus, c'est-à-dire d'arrêter de travailler et de se consacrer à ça. On peut aussi l'entendre comme un moyen de se consacrer au passé pour mieux avancer. C'est pour se reconstruire. Ghislain l'a dit tout à l'heure, il a besoin de réponses. Je suis, comme Gérard et Marc, convaincue qu'à un moment donné, il y aura une vérité. Mais effectivement, là, c'est maintenant pour eux. Donc c'est continuer de travailler, ça permet de tenir debout. Mais à un moment donné, il a bien compris que s'il ne consacrait pas plus d'énergie à cette enquête, il y a des réponses qu'il n'aurait peut-être pas, parce que, comme Marc l'a dit, il n'y a pas d'aiguillonnage suffisant. Donc ça, je trouve ça tout à fait légitime. Après, peut-être se fixer une échéance dans le temps. Se dire, si au bout de tant de temps, je n'ai pas de réponse, oui, là, je peux passer à autre chose. Parce qu'on peut y passer sa vie. C'est ça. C'est un peu Pascal a fait ça il y a 2 ans. On peut y passer sa vie. Il y a quand même un avion qui a été abattu il y a 30 ans en Italie. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Donc, effectivement, peut-être qu'il ne faut pas y passer sa vie. Mais je me dis, là, c'est le moment ou jamais. J'ai des choses à faire que je n'arrive pas à faire. Mais vous serez d'accord pour vous fixer une date? 1 an, oui. 1 an. Ouais. Est-ce que quand même, il y a un appel de la vie plus fort?
Oui, je pense qu'on l'a tous vu un peu d'une façon ou d'une autre. L'appel de la vie, on a des enfants d'abord, donc les enfants, ça vous aide énormément. Hein. La vie continue. Puis, de toute façon, à la fois c'est terrible et à la fois ça vous aide, mais quand il vous arrive un élément dramatique comme ça, vous apercevez que le monde ne s'arrête pas de tourner. Hein. Ouais. Et ça, c'est très dur. Hein. C'est très difficile. C'est très dur, mais quelquefois, il n'y a rien qui change, en fait. Oui, pour vous, qu'est-ce qui a été dur, par exemple? Que ce soit autour de vous, que ce soit votre boulot, que ce soit... tout continue comme avant, il n'y a rien qui change. Sans eux. Mais tout se fait sans eux, et c'est ce qui est très dur, en fait. C'est que tous les amis qu'on voit, avant, on les voyait... ensemble et tout s'arrête. Hier soir, j'étais à un concert avec des amis de ma sœur et ben, j'ai pas pu arrêter pendant tout le concert de penser à elle. Voilà. Bah, c'est important aussi, c'est une manière de la faire vivre. Exactement. C'est que, ça veut dire qu'elle est en vous, qu'elle est dans votre cœur. Tout à fait. Parce que vivre, c'est pas oublier, c'est pas les oublier, c'est vivre avec eux. Oui, de temps en temps, c'est aussi dur de dire je vais vivre normalement, entre guillemets, comme ça, comme si de rien n'était. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que, est-ce qu'un jour, sur cette terre, il y aura effectivement quelqu'un qui va dire, ah bah oui, c'est quand même un peu dur, je vais mettre un peu d'humanité dans ce monde, je vais essayer de donner des pistes, des indices pour qu'on sache effectivement ce qui est arrivé à cet avion, parce que certaines personnes savent. Frédéric? Je voulais rebondir sur le besoin de communier aussi et de garder les comptes ouverts. C'est important parce qu'effectivement, comme c'est un lien qui s'interrompt brutalement, on a besoin de continuer à être en lien. Et leur envoyer des mails, c'était une manière de continuer d'être dans ce lien. Et ce partage, il est utile et il fait du bien, en fait. On est reliés par cette souffrance, mais en même temps, ça permet aussi de partager de l'amour. Ça vous permet aussi sans doute de voir combien vos enfants et vos proches étaient aimés. Et ça, c'est quelque chose qui fait du bien, qui est important, de rester dans cette communion. Merci d'être venu partager votre combat avec nous aujourd'hui. Bon courage. J'espère que la vérité sera faite sur cette enquête et que vous pourrez vous reconstruire enfin. Merci à vous tous pour votre attention et votre fidélité. N'oubliez pas notre rubrique dans Version Féminin chaque fin de semaine. On se retrouve tout de suite dans l'histoire continue avec Maureen. Elle avait été harcelée sur Internet et son témoignage avait suscité beaucoup d'émotions et de réactions. Nous vous présenterons Laetitia qui se bat aujourd'hui contre le cyberharcèlement. Merci à nos 3 experts. On se quitte avec une action collective en hommage aux disparus du vol MH370. There's a cloud, blue sky darkening, that veils the light of the sun and foretells the rain. But there's a bird, there are birds, and some are singing. En novembre dernier, Maureen nous avait parlé du harcèlement dont elle avait été la cible sur Internet. J'en suis arrivée à lui taper dessus, à elle, alors qu'elle était là. Et c'est là que j'ai compris que j'étais plus moi. Depuis, la jeune femme tente de se reconstruire malgré des hauts et des bas. J'ai beaucoup progressé, mais il y a des petites choses qui font que je retombe, je replonge. Pour la rebooster, nous allons lui présenter Laetitia, une jeune femme qui a connu les mêmes déboires. Alors moi, ça a commencé par des créations de comptes copies conformes du mien et des messages à caractère sexuel. Il m'a suivie alors que j'ai déménagé. L'année de mes 18 ans a été une année extrêmement compliquée. Ça va ? Malgré cette épreuve, Laetitia a ouvert une nouvelle page de sa vie et elle donnera tous ses conseils à Maureen dans un instant dans l'histoire continue. Mon fils Sabri est parti en août 2013 pour la Syrie. C'est très difficile de raconter ce qu'on vit, parce que c'est mal vu, c'est mal compris. Bientôt, au programme de Votre toute une histoire.
Je vois un message, c'est écrit « Salam alikoum, l'État bâti sur le sang des martyrs ». Et le messager dit « Votre fils est mort ». Là, c'est le choc. Du jour au lendemain, Quentin a basculé. Il a fait le ramadan, il mangeait halal. Il a commencé à me parler en me disant ouais, tonton, tu regardes les filles. Bah oui, je regarde les filles, c'est normal. Mais tu devrais pas parce que ça t'incite. La vraie rupture, c'est quand il m'a dit qu'on ne pouvait plus s'embrasser ou se toucher. On sait qu'il a croisé les mauvaises personnes au mauvais moment. Et donc, du coup, il a été influencé. C'est un endoctrinement. Il y a un fonctionnement qui est robotisé. 3 mois après sa mort, ses proches sont toujours sous le choc. L'État français n'authentifie pas la mort. Comment on fait pour vivre? Un jeune qui part là-bas, c'est de la chair à canon.